Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Ivoire 114, bonjour. Dans le cadre de notre émission Ngofé, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Maître Habiba Touré, avocate internationale engagée dans la défense des affaires judiciaires qui déchaîne les passions en Côte d'Ivoire, en Afrique et même dans le monde. Maître Habiba Touré est avocate de Michel Gbagbo dans l'affaire Michel Gbagbo contre Guillaume Soro, actuel président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et ex-chef de la rébellion ivoirienne. Elle est aussi avocate de Mme Simone Gbagbo dans l'affaire Mme Simone Gbagbo contre l'État de Côte d'Ivoire. Et enfin, elle est membre du conseil du président Laurent Gbagbo dans l'affaire le procureur de la CPI contre le président Laurent Gbagbo. C'est donc avec la talentueuse et beaucoup engagée Maître Habiba que Ivoire 114 est heureux de vous présenter. Maître Habiba, bonjour. Bonjour. La première question qui traverse l'esprit des Ivoiriens, en dépit de vos nombreuses préoccupations ici en France, d'où vient cette force pour pouvoir vous occuper des affaires aussi lourdes et compliquées de la famille Gbagbo? Bon, merci déjà de m'accorder cette interview. Pour répondre à votre question, vous savez, un avocat par définition, si on ne traite pas des dossiers nécessairement simples, ça se saurait. La complexité de la procédure en elle-même, qu'il s'agisse d'une procédure, qu'il s'agisse de la procédure pénale, de la procédure civile, qu'il s'agisse du droit interne français ou du droit international ou du droit ivoirien, par définition, une procédure judiciaire est nécessairement complexe. Alors, le poids des procédures concernant la famille Gbagbo n'est pas nécessairement le poids judiciaire, puisque ça, c'est propre à n'importe quelle procédure, et un avocat est censé pouvoir, du moins, ne serait-ce que les maîtriser, mais en tout cas être à l'aise dans un cadre procédural. La difficulté dans le cadre des dossiers de la famille Gbagbo, c'est que, en plus de l'aspect judiciaire, vous avez un aspect politique. Et que l'aspect politique a tendance à prendre le dessus par rapport à l'aspect judiciaire. Ce qui amène finalement les avocats de la défense de la famille Gbagbo à pratiquement mener un combat, c'est David contre Goliath. C'est concrètement extrêmement difficile, puisque nous avons quand même des forces politiques extrêmement fortes en face de nous, ce qui a tendance à rendre le combat extrêmement difficile, mais en tout cas aussi passionnant. Et je dirais que pour ma part, lorsqu'on est convaincu, lorsqu'on a de ce côté-là la conviction et qu'on est animé par une volonté de ramener systématiquement les choses sur le terrain judiciaire, on est globalement assez à l'aise. Donc je ne dirais pas que ce soit un poids, je dirais plutôt que déjà c'est un honneur que la famille Gbagbo a fait à tous les avocats de la défense. Mais au-delà de la famille Gbagbo, je pense que c'est un honneur, ne serait-ce que pour les valeurs africaines et panafricaines, qu'un certain nombre d'entre nous défendons. Donc non, je le vois en termes d'honneur et pas en termes de poids. Bien. Alors, Maître Habiba, vous êtes aussi, donc, comme je l'ai dit tantôt, vous faites partie du conseil du président de Laurent Gbagbo. Mais on ne vous a presque jamais vu dans le prétoire à la CPI. Oui, c'est tout à fait... Pouvez-vous nous dire exactement en quoi consiste votre travail? C'est tout à fait normal, puisque les procédures concernant le président Laurent Gbagbo, elles étaient plurielles. Premièrement, avant son transfert à la CPI, l'essentiel des procédures le concernant se déroulait en Côte d'Ivoire, puisque vous savez qu'il avait été mis en examen pour de prétendus crimes économiques par les autorités ivoiriennes de l'époque, au lendemain du 11 avril. Et donc, dans le cas des différentes procédures, il y a eu aussi les crimes de sang, mais il n'a pas été officiellement inculpé par les autorités ivoiriennes à ce moment-là, puisqu'il a été transféré avant. Les choses assez clairement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, c'est tout à fait normal qu'on ne me voit pas personnellement, puisque, comme je l'ai indiqué, les procédures concernant le président Laurent Gbagbo, elles étaient plurielles, mais dans un premier temps, elles concernaient que le dossier ivoiro-ivoirien, à savoir les procédures mises en œuvre par les autorités ivoiriennes, notamment pour les crimes économiques. D'accord ? C'est d'ailleurs à cette occasion que moi et d'autres de mes confrères au demeurant, nous nous sommes rendus à Korogo
pour assister le président Laurent Gbagbo. À partir du moment où le président Laurent Gbagbo a été transféré, les procédures ivoiriennes ont été suspendues. Et à ce moment-là, c'est mon confrère Emmanuel Altit, d'accord, auquel s'est adjoint notre consoeur Agathe Barman, qui gère le dossier CPI, en ce qui le concerne, lui. En ce qui me concerne, j'interviens dans le cadre du dossier CPI de Simone Gbagbo. D'accord? Donc, vous voyez, il y a tellement de procédures que, nécessairement, on fait souvent la confusion parce qu'on parle de la famille Gbagbo, mais il y a différentes procédures et on ne peut pas être non plus partout, parce que quand on est partout, on est souvent nulle part. Maître, la CPI est une émanation de l'ONU et cela fait débat, tant en Afrique même qu'en Europe, que la CPI serait une institution politico-judiciaire où le politique prend plus le pas sur le judiciaire. Alors en tant que citoyenne du monde, qu'est-ce que vous pensez de cette question? Bon, moi je ne suis pas citoyenne du monde, hein. Je suis citoyenne ivoirienne et citoyenne française tout au plus. Et la notion de citoyenne, de la citoyenneté du monde nous a souvent amené justement à la communauté internationale à venir bombarder la Côte d'Ivoire. Donc la notion de... Enfin, après c'est vrai que ça dépend de ce qu'on met derrière, mais je pense que ça a permis beaucoup d'ingérence, justement. Pour répondre à votre question, effectivement, il y a un certain nombre de critiques qui peuvent être émises à l'égard de la Cour pénale internationale, qui figurent même dans l'essence de sa création. Puisque le statut de Rome, effectivement, qui a été ratifié par un certain nombre d'États, permet, il est clairement indiqué, hein, que le Conseil de sécurité, donc l'organe des Nations Unies quand même, donc un organe politique, peut amener la Cour à poursuivre, enfin il y a le procureur, à ce qu'il y ait des poursuites qui soient diligentées, mais elle peut également les suspendre et les arrêter. Ça veut dire que le Conseil de sécurité peut intervenir dans le cadre d'une procédure judiciaire menée par la Cour pénale internationale, ou peut même amener la Cour pénale internationale à mener des procédures judiciaires. Donc là, effectivement, il n'y a pas plus fort comme ingérence du politique dans une institution qui se veut strictement, enfin qui est censée être judiciaire. Donc on voit l'influence. Mais l'influence est d'autant plus forte que lorsque l'on sait que les membres du Conseil de sécurité, d'accord, parmi les membres du Conseil de sécurité, les membres permanents, il y en a qui n'ont jamais ratifié le statut de Rome. Donc quand vous voyez que les États-Unis peuvent, via le Conseil de sécurité, il n'y a pas que les États-Unis au demeurant, mais notamment eux, peuvent intervenir, en tout cas peuvent demander à ce que des poursuites soient engagées, peuvent suspendre des poursuites, peuvent faire arrêter des poursuites à l'égard d'individus, alors qu'eux-mêmes n'ont même pas ratifié le statut de Rome, ça paraît quand même extrêmement choquant. Donc oui, il y a quand même une influence du politique, que je trouve critiquable au demeurant, parce que dès qu'on met du politique, il n'y a plus d'indépendance véritablement du système judiciaire. Donc il y a cette difficulté-là qui est émise et qui fait que la Cour pénale internationale est montrée du doigt. Mais il n'y a pas que cela. Parce qu'on aurait pu dire, bon, d'accord, il y a cette difficulté, mais après il faut juger la juridiction sur ses actes, sur ses actions, sur ce qu'elle fait. Bon. Et à ce moment-là, des critiques peuvent être formulées à l'égard du procureur. Puisque on remarque qu'elle a une vision assez sélective des affaires qu'elle diligente, et même concernant les situations en cours, parce que la situation ivoirienne, vous savez que la Cour pénale internationale est saisie de la situation ivoirienne. Mais dans la situation ivoirienne, il y a des subdivisions qui concernent autant de personnes poursuivies ou suspectées. Et en l'occurrence, dans ces subdivisions, on ne relève que trois procédures, à savoir celle du président Laurent Gbagbo, celle du ministre Charles Bégoudé, qui de par la jonction, ne constitue plus qu'une seule procédure, et celle de Simone Gbagbo. Donc à ce moment-là, on s'étonne, parce que je vous rappelle que devant la Cour pénale internationale, les victimes ne peuvent pas déposer plainte. On ne peut pas déposer plainte quand on est une victime de crimes contre l'humanité, quand on est une victime de génocide, on ne peut pas déposer plainte devant la Cour pénale internationale. Donc seul le procureur peut véritablement le faire. Et en l'espèce, lorsque le procureur ne poursuit des individus pour des centaines de victimes, une vie est une vie encore une fois, mais lorsque l'on sait qu'il y a quand même eu un génocide, en tout cas des massacres de masse faits dans l'Ouest, notamment la fameuse nuit la nuit du 28 au 29 mars 2011, on est quand même étonné par cette attitude, ce qui montre bien que la procureure, dans sa manière de gérer,
subit des critiques, mais de facto, la Cour subit elle-même des critiques. Bon, les troisième point, sur ça, il ne faut pas oublier, et là, parce que c'est vrai qu'on peut critiquer la Cour, mais je ne pense pas qu'il faille disculper les États africains. Pourquoi? Parce que, premièrement, les États africains ont ratifié le statut de Rome, un certain nombre d'entre eux, d'accord? Ils l'ont fait. Que deuxièmement, les personnes qui se sont retrouvées transférées ou déportées à La Haye l'ont été avec l'accord de certaines autorités africaines. Oui. Donc aujourd'hui, lorsqu'on dit que la Cour est raciste, ou que la Cour, ou qu'on émet un certain nombre de critiques, je veux bien. Mais qui a procédé au transfert de ces personnes? Puisque la Cour demande, mais c'est les États qui exécutent. Et on ne peut pas se dire souverain et ensuite dire on n'a pas à transférer nos ressortissants et dans le même temps, comment dire, quand le ressortissant en question, pour de sombres raisons politiques, procéder à son transfert et ensuite crier à la souveraineté de son État ou alors à critiquer la Cour. Je pense qu'on peut effectivement critiquer la Cour ou le procureur sur un certain nombre de choses, mais les États africains ont leur responsabilité aussi dans la manière. Vous savez, si vous ne vous respectez pas, le respect, vous ne pouvez pas l'exiger des autres si vous ne vous respectez pas vous-même. Or, en l'occurrence, c'est ça. Dans le cas du président Laurent Gbagbo, je rappelle que la constitution ivoirienne ne permet pas qu'on puisse extrader un ressortissant ivoirien. C'est ce qui a quand même été fait. Je vous rappelle que le président Laurent Gbagbo faisait l'objet de sanctions onusiennes, donc une interdiction de voyager. Il a quand même été transféré à La Haye en violation de ces sanctions onusiennes-là, sans qu'elles ne soient levées. Et je vous rappelle enfin que même tous les voies de recours qui auraient pu s'ouvrir au président Laurent Gbagbo pour contester ce transfert, on ne lui a pas permis de les utiliser. Donc le transfert a été fait par les autorités ivoiriennes en violation des dispositions ivoiriennes, en violation des droits du président Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, quand on parle de souveraineté, on s'apprête à sourire. Oui, mais il est aussi reproché au président Laurent Gbagbo d'avoir reconnu la compétence de la CPI contre l'avis défavorable du Conseil constitutionnel. Est-ce que... non, je pense que là encore, il y a une confusion qui s'est opérée. Il y a une énorme confusion qui s'est opérée. Qu'est-ce qui s'est passé? 2002, je pense que tout le monde le sait, les Ivoiriens en particulier, vous avez eu la tentative de coup d'État qui a déstabilisé la Côte d'Ivoire, mais qui a amené aussi un certain nombre d'exactions sur les populations civiles. Bon. Le pays est coupé en deux, mais vous avez des populations civiles traumatisées qui ont subi des exactions. Et on demande au président Laurent Gbagbo de faire un gouvernement d'union nationale, de mettre dans son gouvernement ces mêmes forces rebelles suspectées d'exactions sur les populations civiles. Bon. Alors, que se passe-t-il à ce moment-là? C'est que si le président Laurent Gbagbo poursuit en même temps, on va lui dire oui, mais vous mettez à mal la réconciliation, vous mettez à mal ce qu'on essaie de faire au sein de ce gouvernement d'union nationale si vous poursuivez ces mêmes rebelles. Donc à ce moment-là, il y a son ministre de la Justice de l'époque qui n'a pas fait, il ne revient pas au ministre de la Justice de ratifier le statut de Rome. Le statut de Rome n'a jamais été ratifié quand le président Laurent Gbagbo est au pouvoir. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, on a dit, bon, comme on ne peut pas, on demande au procureur de mener des enquêtes sur les événements intervenus en 2002. Voilà ce qui s'est passé. Bon, maintenant, et de manière assez étonnante, le procureur n'a rien fait. Alors il a prétexté que les autorités ivoiriennes n'auraient pas coopéré. On remarque bien que quand il parle d'autorités ivoiriennes, ce sont à chaque fois des ministres proches de la rébellion ou de la rébellion, qui a été à des postes assez importants, qui n'ont pas coopéré. Donc ce n'est pas le président lui-même, lui en l'occurrence n'a rien fait. Mais il s'agissait à ce moment-là de mener des investigations sur ces événements de 2002. La Cour pénale internationale, enfin le procureur plutôt, ne fera rien. D'accord? Et c'est en 2010, alors qu'en 2010, personne ne lui a demandé de mener des investigations. Parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas eu de déclaration de compétence. Et il a juste demandé au procureur de mener des investigations sur les événements de 2002. Donc sans déclaration de compétence, sans ratification du statut de Rome, sans rien, le procureur commence à menacer le président Laurent Gbagbo en 2010, fin 2010, début 2011, de poursuite à la CPI. Ce qui montre aussi le caractère partisan. À l'époque c'était M. Ocampo, mais du procureur dans cette affaire. Donc, pour être clair, il n'y a pas eu de ratification par la Côte d'Ivoire, d'accord, au moment où le président Laurent Gbagbo est au pouvoir, ni même au moment de son transfert.
D'accord. Alors, maître, le procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé a débuté le 28 janvier et a marqué un coup d'arrêt le 19 mars 2016. Alors, ma première question, c'est de recueillir auprès de vous, n'est-ce pas, la forme, au niveau de la forme. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce premier round de ce procès? Bon, écoutez, là on est vraiment au tout début du procès par rapport au nombre de témoins que l'accusation avait annoncé au départ. On voit bien qu'on est vraiment au stade vraiment préliminaire du procès. On est vraiment au tout début. Ce que l'on peut dire, bon, donc il est très difficile, je pense, de se faire un avis global, mais en tout cas de ce qu'on a vu déjà, c'est que les éléments de preuve sont quand même assez faibles. Puisqu'on a entendu les témoins. Au niveau de la forme, concernant les interventions du procureur, les interventions de la défense du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, au niveau de la forme. Mais la forme, enfin, que voulez-vous dire? Là, on est dans le cadre d'une procédure qui se veut en l'occurrence une procédure dans le cadre de l'audition, des audiences qui étaient orales. Donc les confrères plaident, on pose des questions. Enfin, sur la forme, je ne vois pas trop ce qu'on a à en dire. Ça correspond au fonctionnement de la Cour pénale internationale. Et je dirais que c'est pas tant la forme qui en soit problématique, puisque je ne pense pas qu'il y ait eu de critique véritablement formulée sur la forme. Les avocats, que ce soit où l'accusation objecte quand elle entend objecter, chacun a pu faire, vous avez bien pu le voir, puisqu'il a eu une présentation des charges faites par le procureur, par l'accusation au tout début du procès en janvier. La défense a fait état également de sa position juste après. Bon, ensuite on rentre dans l'audition, dans l'interrogatoire et les contre-interrogatoires des témoins. Personnellement, sur la forme, je ne vois pas trop ce qu'il y a à en dire. D'accord. Donc au niveau du fond maintenant, sur le fond, c'est surtout le fond qui est problématique, hein, et non la forme. Sur le fond, ce qui est problématique, c'est le contenu même de ce qu'on a pu entendre. Parce que, bon, il y a eu des témoins qui ont eu, on l'a bien vu, des propos contradictoires, ou du moins sur lesquels on peut rester assez dubitatif. Mais surtout, j'avoue ne pas comprendre à l'heure actuelle. Alors, on est au début, encore une fois, il faut laisser les choses se développer, mais j'ai du mal à voir où est-ce que l'accusation veut véritablement aller. Parce que dans les personnes qui sont venues témoigner, et je ne parle pas notamment du dernier témoin panafricain, mais des témoins précédents. Les 4 premiers. Oui, des 4 premiers témoins. Bon, d'accord. Ces 4 témoins, il y en a qui vous expliquent qui s'en sont pris également à des populations civiles parce qu'ils ont jeté des pierres sur des personnes qui ont trouvé refuge derrière des forces de police, et ça n'a pas l'air de choquer l'accusation, finalement, d'avoir quelqu'un qui explique qui s'en est pris physiquement à des personnes. Alors, mais en réalité, ce que l'on comprend, c'est que dès lors qu'on est considéré comme pro-Gbagbo, ou dès lors qu'on est un supporter du président Laurent Gbagbo, ou considéré comme tel, c'est criminel. En soi, quand on entend l'accusation, c'est que c'est un élément criminel. C'est-à-dire ça laisse présumer une culpabilité, ou en tout cas, ça laisse présumer qu'on est nécessairement un voyou. Et c'est en ce sens que c'est assez dérangeant, puisque il ne s'émeut pas nécessairement lorsqu'on entend ces personnes-là dire qu'elles sont prises à des populations civiles également, et là ça ne choque pas. Vous avez quelqu'un qui vous dit mais ces gens-là ne pouvaient pas faire le poids devant nous. Oui. Ça ne choque pas l'accusation. Donc c'est vrai que c'est assez perturbant de voir à quel point les témoins qui sont censés être à charge ne font que montrer la pauvreté de Est-ce que, du point de vue du procureur, ces témoins n'étaient-ils pas en légitime défense? Mais si vous voulez, même dans le cadre de la légitime défense, en droit, il y a ce qu'on appelle l'usage proportionné de la violence. Or, vous avez un monsieur l'un des témoins, qui vous dit qu'il n'y a même pas débat. C'est-à-dire, s'il se voit lui et ses amis face aux personnes qui avaient en face de lui, il n'y a même pas de débat, il n'y a pas match. Il le disait. Quand il explique qu'ils nous connaissent, ils savent très bien que ce monsieur montre qu'il n'a pas peur,
qui ne vivait pas dans un état de persécution, de crainte ou quoi que ce soit, mais qu'il faisait peur. Dès lors, la question se pose, c'est-à-dire, mais de quoi on vient juger le président Laurent Gbagbo? Bon, voilà, ça paraît quand même assez ahurissant, hallucinant d'avoir ces propos-là, et qui sont censés constituer des éléments à charge. C'est assez intéressant. Alors, le cinquième témoin, M. Sam Djichi, alias Sam l'Africain, était donc à la barre et en tant que témoin à charge. Ben, il ressort au niveau de l'observation, au niveau des observateurs, que Sam l'Africain était plus un témoin à décharge. Alors, en tant qu'avocate et conseil du président Laurent Gbagbo, qu'est-ce que vous pensez de la prestation de Sam? Une prestation, non, je n'en pense pas grand-chose. Vous savez, un témoin à charge demeure un témoin à charge. Voilà, ça en droit, faut pas qu'on se leurre. Une personne qui vient témoigner ou qui est appelée à témoigner à charge, c'est parce que le procureur estime que, ou que cette personne a eu des déclarations suffisamment intéressantes d'un point de vue du procureur pour qu'il vienne témoigner devant la cour, ou que cette personne, de par les propos qu'elle tient, permet en tout cas, nourrit l'idée des charges présentées par le procureur. Mais le procureur n'est pas un être, n'est pas quelqu'un de stupide. Vous doutez bien qu'il ne va pas présenter comme témoin des gens qui ne sont pas qui déchargent le président. Ça, il laisse à la défense. Donc, concernant cette prestation, je pense que je ne sais pas si la fuite malheureuse qu'il y a eu un impact sur le témoignage de Sam l'Africain et l'a amené à se dire bon ben pour éviter d'être catalogué de traître ou autre, je vais pas revenir, mais peut-être édulcorer mes propos ou apparaître comme quelqu'un qui prône le rassemblement au lieu d'être quelqu'un qui enfonce le président Laurent Gbagbo. Je ne sais pas, mais je m'interroge. Je m'interroge fortement là-dessus. Maintenant, sur le contenu même de ce qu'il a pu indiquer, bon, je pense que chacun a pu se faire son idée. Maintenant, ce que M. Sam l'Africain indique, ça n'engage que lui. Il a témoigné d'un certain nombre de choses auxquelles il a pu assister, tant mieux. Sur d'autres choses, j'ai l'impression qu'il s'est plus fait le porte-parole de la rumeur. Sur d'autres points, bon, donc faut prendre pour ce que c'est et pas pour plus. Hein. C'est un témoin à charge qui a explosé entre les mains du procureur, mais ça ne leurre pas pour autant la défense. D'accord ? Ce monsieur n'était pas un témoin à décharge. C'était un monsieur qui est venu comme témoin à charge et qui, malheureusement, n'a pas pu aider le procureur dans les faits qu'il impute au président Laurent Gbagbo. À mon sens, non. Okay. Maître Abiba, aujourd'hui, M. Sam Djichi est reparti donc en Côte d'Ivoire et se plaire à dire que le président Laurent Gbagbo lui aurait dit que le seul président du FPI qui le reconnaît est M. Afin N'Guessan. Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il est possible, au niveau de la CPI, que un témoin à charge puisse rencontrer ou même parler avec l'accusé? Écoutez, bien sûr que non. Bien sûr que non. Ça semble tellement évident. Ça semble tellement évident. Évidemment qu'un témoin à charge ne peut pas se rendre, puis je vois pas comment il l'aurait fait, et je vois pas quand, au demeurant, puisque vous savez très bien que juste à la fin de son témoignage, je crois que c'est le soir même ou le lendemain, il est parti à Abidjan. Donc comment a-t-il fait pour voir le président Laurent Gbagbo? Ça n'a pas de sens. Enfin, concrètement, étant observé qu'à la fin de chaque journée d'audience, on ne prend pas le témoin à la buvette avec les accusés pour qu'ils sirotent un verre et qu'ils discutent entre eux. Enfin, ça paraît, je pense que ça heurte même le bon sens. Bon, peut-être que... Alors, je ne sais pas ce qui a amené M. Sam l'Africain à sortir des propos qui me semblent non seulement infondés, incohérents et qui ne correspondent pas à
à la réalité. Et je crois que le président Laurent Gbagbo l'a indiqué très clairement, puisqu'un communiqué est sorti dans lequel il démentait formellement avoir reçu Sam l'Africain, ce qui paraît quand même plus plausible. Maintenant, vous savez, le nom Laurent Gbagbo, entre guillemets, fait vendre. Voilà. Oui. Celui qui veut avoir un auditoire ou qui veut vendre du papier, il lui suffit de dire Laurent Gbagbo et puis ça y est, ça crée des meutes. Vous avez des rassemblements, vous avez des ventes, hein, c'est un nom qui fait vendre. Donc bon, voilà, je ne le prends pas davantage que là-dessus. C'est que pour moi, c'est peut-être quelqu'un, puisqu'il a annoncé, semble-t-il, des meetings où il a envie de remplir sa salle. Voilà, c'est tout. Je pense, mais je ne pense pas qu'on puisse véritablement... et puis, encore une fois, le président Gbagbo a été clair, il ne l'a pas reçu, il ne lui a rien dit. Dès lors, je ne pense pas qu'on puisse prendre au sérieux de tels propos. Alors, donc, quelles sont les voies et moyens qui sont donnés aux détenus, le président Laurent Gbagbo, pour s'exprimer ou pour s'adresser, disons, à son peuple ou à une partie de son peuple? Vous savez, le président Laurent Gbagbo, à l'heure actuelle, il se consacre à sa procédure. Bon, ce qui me semble quand même élémentaire, et je pense que tout le monde pourrait le comprendre. Ça ne signifie pas qu'il se désintéresse de ses compatriotes et de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il a été très meurtri de voir la situation, que ça concerne les droits de l'homme ou même la situation des exilés. Il en est extrêmement meurtri, c'est évident. Mais maintenant, lui se consacre à ça. Et puis il parle du principe de toute manière que celui qui veut aider son pays, celui qui veut agir pour son pays, le fait. Point barre. Lui, à son niveau, il n'a pas attendu, le président Laurent Gbagbo, je pense que son parcours politique le montre, il n'a pas attendu l'assentiment de qui que ce soit pour se lancer en politique, pour faire des choses. Il ne s'est prévalu d'aucun nom pour se lancer en politique. Il faudrait que chacun en tire les leçons et en fasse de même. Lui, lorsqu'il veut s'exprimer, et puis je crois que c'est assez clair, il a son conseil, il a également son porte-parole, M. Katinon, s'il veut s'exprimer en son nom, il a les voies et moyens pour le faire. Pour le reste, je pense que chacun doit quand même agir en responsabilité, éviter de citer le nom du président Laurent Gbagbo à tout va, voilà, et puis parler de sa propre voix et d'argumenter s'ils le font en ce sens-là. Mais je trouve ça un peu ridicule et je dirais même, excusez-moi l'expression, je trouve ça un peu pitoyable de dire, pour se donner du poids, de dire le président Gbagbo a dit que... parle en ton nom. Sois un grand garçon, parle en ton nom, sois un homme, parle en ton nom. Et puis voilà, et puis convainc le peuple. Voilà, je pense que le président Laurent Gbagbo est un professeur, donc c'est un enseignant, et je pense qu'il faut tirer les leçons de ses actions, de son parcours politique. Il a toujours parlé en son nom, il n'a jamais fait parler qui que ce soit. Voilà. Il faut que les gens, et je pense que les dignes Ivoiriens, les dignes héritiers, ceux qui se revendiquent du président Laurent Gbagbo, doivent apprendre à parler en leur nom. Après, on peut parler en son nom en défendant le président Laurent Gbagbo. On peut le faire. Oui. Mais il ne faut pas prêter au président Laurent Gbagbo des propos qu'il n'a pas tenus, qu'il n'a pas. Enfin, je trouve ça hallucinant. Bien, maître. Alors, le procureur de la CPI veut appeler à la barre 138 témoins. Et selon les rumeurs, il y a certains témoins qui disent qu'ils désisteraient ou qui auraient fui ou qui ne veulent même plus venir à la CPI. Alors, au cas où le procureur n'arrivait pas à avoir le nombre de témoins voulus, quelle serait donc la suite de la procédure? Vous savez, la procédure, elle se poursuit. Hein, le fait qu'il a annoncé a priori, enfin, approximativement 138 témoins, c'est vrai. Mais c'est pas, vous savez, on n'est pas un match où on compte les points en disant, bon voilà, tel nombre de témoins passe et puis j'obtiens une condamnation. Ça se passe pas comme ça. Les choses peuvent évoluer. Il peut estimer que, bon, finalement, tel et tel témoin, ce n'est plus aussi nécessaire au regard de l'avancée du procès, comme il peut les maintenir. Donc je ne pense pas qu'on puisse tirer des conséquences, en tout cas, du fait qu'il puisse y avoir des désistements de la part de certains témoins. Ce n'est pas le nombre de témoins qui fait la qualité d'un procès ou pour aboutir à une condamnation. C'est la qualité des témoignages. C'est ce que disent les témoins. C'est si véritablement ces témoignages participent véritablement à la manifestation de la vérité. Voilà, c'est ça qui est important, c'est pas le nombre. Sinon, faites témoigner tous les Ivoiriens, tant qu'à faire.
Maître, concernant l'affaire Michel Gbagbo et contre Soro Guillaume, on a vu que la dernière fois que cette affaire a pris de l'ampleur, c'était lorsque le président de l'Assemblée nationale, M. Kibafouri Soro Guillaume, était venu en France. Et les Ivoiriens ont trouvé qu'il est allé précipitamment en Côte d'Ivoire. Il a regagné précipitamment la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, qu'il serait même menacé d'être arrêté s'il sortait de la Côte d'Ivoire. Alors, où est-ce que nous en sommes exactement sur cette affaire? Oui, écoutez, la procédure que Michel Gbagbo a intentée en France contre un certain nombre de personnes, dont M. Soro, elle est en œuvre depuis 2011. Donc, c'est vous dire que ce n'est pas quelque chose de récent, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Un certain nombre d'actes ont été accomplis et effectivement, la mésaventure de M. Soro n'est due qu'à son attitude, à son comportement. C'est vrai qu'il a manifestement du mal à avoir un fonctionnement judiciaire normal. Ça change de la Côte d'Ivoire. Mais effectivement, lorsqu'on sait qu'il y a une plainte et lorsqu'on est convoqué par un juge d'instruction, on ne doit pas faire preuve d'arrogance. On ne peut pas dire que nul n'est au-dessus de la loi et applaudir des deux mains lorsque le président Laurent Gbagbo est transféré à La Haye et soi-même vouloir éviter à tout prix de rendre compte devant la justice, quelle qu'elle soit. Donc la procédure en ce qui concerne cette affaire, elle suit son cours. Monsieur Soro sait très bien, Monsieur Soro est mis en examen, est considéré comme mis en examen par la justice française. Il sait très bien les conséquences que sa présence en France pourrait avoir en cas d'une visite privée. Bon, maintenant, il a beau bomber le torse et dire même pas mal, même pas peur, et puis je risque rien. Dans ce cas-là, je l'invite à venir en France en visite privée se faire couper les cheveux, et on verra bien si véritablement il ne risque rien. Voilà, non mais blague à part, on continue la procédure. Michel Gbagbo y tient énormément parce que, au-delà de son sort personnel, bien des Ivoiriens ont subi la même chose, voire pire. La violation des droits était chose malheureusement courante à ce moment-là, avec un fort sentiment d'impunité dans le camp de M. Ouattara. Donc les faits dénoncés par Michel Gbagbo, je vous rappelle, ce sont des crimes. Ce sont des faits criminels, qui relèvent de la cour d'assises. Donc lui entend voir sa procédure menée jusqu'à son terme pour la manifestation de la vérité. Et il part du principe que si ces gens-là n'ont rien à se reprocher, mais qu'ils viennent se faire entendre par le juge. Enfin, franchement, si vous estimez que vous n'avez rien à vous reprocher, vous venez devant le bureau du juge, vous lui expliquez, mais moi ce monsieur il dit n'importe quoi, ou je ne comprends pas, vous amenez vos éléments et puis vous repartez. Mais vraiment, raser les murs, partir nuitamment dans l'avion présidentiel pour surtout pas prendre un avion de ligne classique et venir bomber le torse à l'Assemblée nationale, je trouve ça d'un niveau... Bon, je le laisse à son auteur, mais ça montre bien le malaise et la difficulté que ce pouvoir a face à l'impunité de son camp. Il a été aussi dit justement que M. Soro Guillaume a porté plainte contre Michel Gbagbo à Paris. Mais grand bien lui fasse, très bien. Comme ça, Michel Gbagbo sera convoqué en France pour répondre lui aussi à la plainte de M. Soro. M. Michel Gbagbo ne voit aucun inconvénient. Il viendra, il répondra devant éventuellement un juge des faits que lui reproche M. Soro. Il faut être logique. Donc en d'autres termes, jusqu'aujourd'hui, Michel Gbagbo ne peut pas quitter la Côte d'Ivoire. Mais Michel Gbagbo ne peut pas quitter la Côte d'Ivoire du seul fait des autorités ivoiriennes. Ça ne répond rien en droit. C'est parce qu'ils ont peur. Donc ils font en sorte de le maintenir sur le territoire ivoirien. Ils l'empêchent de sortir. Bon, voilà, c'est ça la vérité. Bon, ensuite, M. Soro... Alors il réagit, c'est assez intéressant, parce que vous noterez qu'il explique que lui, il se découvre une âme de panafricain, en vous expliquant, bon voilà, il ne peut pas laisser qu'on piétine les institutions ivoiriennes. Au demeurant, ça ne lui a pas posé de problème lorsqu'on bombardait la résidence présidentielle et lorsqu'on humiliait le président Laurent Gbagbo, mais bon, ça, après tout, on peut changer au cours du temps. Donc, il s'étonne, alors il se scandalise, selon lui, qu'on aurait manqué de respect aux institutions ivoiriennes et que c'est une affaire ivoiro-ivoirienne qui devrait se régler en Côte d'Ivoire, mais lui-même saisit la justice française.
Bon, donc ce monsieur est, je pense, rempli de contradictions en tout état de cause. Il a déposé plainte, semble-t-il, si j'en crois ses avocats, pour dénonciation calomnieuse, enfin, voilà, ou quelque chose comme ça. Mais encore, pour qu'on détermine que les propos que Michel Gbagbo, les faits que Michel Gbagbo a dénoncés ne soient pas vrais, encore faut-il que sa procédure à lui aille jusqu'à son terme. Vous voyez? Donc sa plainte, à mon sens, je ne vois pas comment elle pourrait aboutir si la plainte de Michel Gbagbo n'aboutit pas elle-même. En tout état de cause, si on pouvait tous se retrouver devant les juges français, pourquoi pas, hein? D'accord? Donc j'invite vraiment M. Soro à suivre personnellement sa plainte, à demander au juge, éventuellement saisi de sa procédure, d'entendre Michel Gbagbo, ce vilain Michel Gbagbo, pour tout ce qu'il a pu dire, d'accord? Et peut-être que là, Michel Gbagbo sera autorisé à venir en France et à répondre aux convocations du juge. Alors, vous êtes aussi, vous représentez aussi Madame Simone Gbagbo. Voilà, la dernière fois qu'elle est passée devant les juges, elle en a pris pour 20 ans. Et on entend encore dire qu'elle devrait être représentée au juge. Cette fois-ci, il s'agit de quelle affaire? Bon, là, la nouvelle procédure concerne des crimes de sang, d'accord? Comme la procédure concernant l'atteinte à la sûreté de l'État, nous attendons encore de voir les faits, puisqu'on ne sait pas, on fait ce qu'on reproche à notre cliente, on nous sort des infractions, mais qui ne reposent pas sur des faits concrets jusqu'aujourd'hui. Donc sur ce point-là, nous restons assez dubitatifs. Et puis, comme vous le savez, nous avons fourni un certain nombre de pourvois en cassation, même en ce qui concerne la précédente condamnation concernant les faits d'atteinte à la sûreté de l'État, parce que là encore, elle ne sait toujours pas, en fait, ce qui lui est reproché. Bon, ce sont des procédures, malheureusement, où on voit l'empreinte du politique sur le système judiciaire. Donc ça ne peut amener qu'à des aberrations juridiques et à des condamnations de circonstances. Est-ce qu'il serait possible de saisir la justice de la CEDEAO pour toutes ces affaires? Oui, nous n'écartons pas de saisir la CEDEAO sur ces nombreuses violations ou même irrégularités procédurales. Ça, nous ne l'écartons pas, bien évidemment. D'accord. Alors, Maître Abiba, nous tirons vers la fin de notre entretien. Avez-vous un mot à ajouter concernant toutes ces procédures que vous suivez? Écoutez, pour mot de la fin, ce qu'on peut dire, et je pense que je ne parle pas qu'en mon nom, je parle au nom d'un certain nombre de mes confrères, on est déterminé à aller jusqu'au bout. Et je dirais que globalement, la chose importante à savoir par rapport aux procédures judiciaires, c'est que un procès, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Il faut pouvoir mener cette procédure jusqu'à son terme. Nous y sommes déterminés. On sait très bien que c'est un combat extrêmement long, mais on le fait de manière convaincue et avec vraiment mais toute l'énergie, non seulement pour nos clients, mais également pour la manifestation de la vérité dans l'intérêt de tous les Ivoiriens. Il n'est pas sérieux de présenter ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire comme étant le camp du bien contre le camp du mal. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et je pense que c'est faire insulte à l'intelligence des Ivoiriens, et c'est aussi faire insulte aux victimes que de présenter la chose comme ça. Celui qui ne craint pas la justice doit en respecter les règles, et dans ce cas-là, on doit pouvoir voir des procédures engagées vis-à-vis de toutes les personnes suspectées, puisque le problème, ce n'est pas l'engagement d'une procédure vis-à-vis d'une personnalité ivoirienne. C'est de savoir si ce procès se déroule conformément et dans un cadre judiciaire, impartial, indépendant, dans les respects des droits de la défense, et que chacun peut s'exprimer librement. Vous avez vu, le président Laurent Gbagbo, là pour le coup, je ne fais que le paraphraser. En ce qui le concerne, il estime qu'il ira jusqu'au bout. Il ira jusqu'au bout. Les éléments qu'on a pu voir jusqu'alors montrent bien que poursuivre quelqu'un sur des slogans de campagne n'est pas très sérieux, que les éléments à charge présentés jusqu'aujourd'hui sont peu probants. Et en ce qui concerne les autres procédures, nous invitons Madame le procureur à être logique avec elle-même. C'est-à-dire, si véritablement elle se soucie du sort des victimes
notamment sur le continent africain, elle ne peut pas fermer les yeux sur les massacres intervenus dans l'Ouest. Elle ne peut pas fermer les yeux sur les exactions commises sur les populations civiles dans l'Ouest depuis 2002. Il ne s'agit pas de dire que les victimes de l'Ouest sont plus importantes que les victimes du Nord, du Sud ou du Centre de la Côte d'Ivoire. Toutes les victimes sont importantes. Et si toutes les victimes sont importantes, il faut poursuivre tous les auteurs présumés. Évidemment en garantissant à ces personnes le respect des droits de la défense. Mais il faut tous les poursuivre. On ne peut pas poursuivre un camp, laisser un autre camp à l'abri, et puis expliquer que c'est ça la justice. Non, ça ce n'est pas l'idée, ça ce n'est pas la justice, et en tout cas ce n'est pas l'idée que je m'en fais, et c'est extrêmement dangereux pour la réconciliation qu'on appelle de nos voeux en Côte d'Ivoire. Donc en ce qui nous concerne, en toute cette cause, on ira jusqu'au bout. Tous les auteurs présumés doivent être poursuivis, et en ce qui nous concerne, on entend aider les victimes à les poursuivre, mais ça prendra les années que ça prendra, mais on le fera. C'est très important pour éviter demain qu'on ait encore un nouveau carnage avec des victimes qui voudront se venger. Merci. Maître Abiba Touré, grande combattante dévouée à la cause des droits humains, des libertés, en un mot, dévouée pour la justice. Une justice impartiale, une justice qui condamne, mais aussi une justice qui libère lorsque on est innocent. Et une justice pour tous. Et une justice pour tous. Maître Abiba, merci. Merci beaucoup.